Euh... Ouais, je vais voir pour... Bon, Ah, ma très bien. caméra était éteinte, c'est bon, Ouais, C'est ça bon, passe. c'est bon. ouais, tu peux laisser la tienne Allez. si tu veux. Comme ça, on te voit bien. En fait, à partir du moment où j'ai partagé, il m'a pas demandé, il m'a coupé D'accord. ma caméra. Je pense, le réseau à l'AP est pas topissime. Je pense que je me Mais là, remettrai c'est très bien. après. C'est très bien. Vous avez les diapos, vous entendez ma voix, puis après, quand il y aura les questions, je me remettrai en mode caméra. Hop. Bon, je vais faire un topo relativement simple et après, on va parler un peu d'épidémiologie. Moi, mes propos, c'est surtout pour un petit peu après lancer un débat. Ce serait bien d'avoir des échanges, justement, puisque on parle de mode de transmission. Donc, c'est un petit peu pour vous parler de notre expérience, donc du CEPIAS PACA. Donc rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. On est là pour aider les établissements de santé, les médico-sociaux, et je pense qu'on les a quand même pas mal aidés pendant tout l'hiver parce qu'ils ont vraiment eu des gros clusters, et aussi les professionnels de santé libéraux. Ça, j'avais fait pas mal de visioformations, surtout sur le premier confinement, parce que justement, tous les médecins, tous les infirmiers avaient arrêté leur cabinet et se posaient beaucoup de questions quand il a fallu réouvrir. Comment on pouvait réouvrir dans des bonnes conditions et sans prendre de risques. Voilà. Donc, moi, je suis le médecin coordonnateur du CEPIAS. Il y a le docteur Carinco qui est à mi-temps avec moi. Et sinon, on a un cadre infirmier, 4 infirmières dans l'équipe et une secrétaire. Voilà. Et on intervient évidemment sur la totalité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, rapidement, je pense que pour moi, le plus important et ce que je retiendrai de cette épidémie, et pourquoi on en est toujours là plus d'un an après, c'est la problématique des cas asymptomatiques. Voilà, parce que quand vous avez une pathologie où systématiquement les personnes, dès qu'elles sont malades, elles commencent à avoir un peu de fièvre et des symptômes, Elle ne les passe gens pas sont... tes diapos, Jean-Christophe. Ah, elle passe pas avec un petit... La deuxième, tu l'as vue ou non? Non. Je la vois en tout petit à gauche, mais elle ne passe pas. Voilà, parfait là. Là, c'est bien. Parfait. Bon, tant pis, je ne mets pas le plein écran parce que visiblement, ça pose problème. Là, déjà. Ok, donc, notre problème, et pourquoi on en est toujours là, c'est que justement, ce que je disais, c'est que on a beaucoup de cas asymptomatiques. Ce que je disais, c'est que les gens ne sont pas bêtes. Quand ils sont malades, ils ont de la fièvre, ils toussent, en général, ils vont éviter de se coller aux collègues ou à la famille et ils font un petit peu attention. Là, dans ce cadre-là, on a énormément de cas asymptomatiques. Probablement, mais ça dépend des études, mais entre 40 à 50% de cas soit complètement asymptomatiques, soit peu symptomatiques, et on va rajouter aussi les présymptomatiques, puisque l'incubation, c'est 4-5 jours, mais qu'on peut déjà contaminer au bout de 3 jours sans avoir eu les symptômes. Donc, ça, c'est le vrai problème. Et il y a une étude qui est sortie il y a pas très longtemps sur le JAMA, qui a bien mis en exergue justement le niveau très très élevé de contamination de ces patients asymptomatiques, puisque pour eux, il y a au minimum 50%, mais c'est probablement entre 50 à 60% des gens qui se contaminent à partir de quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Donc c'est pour ça que on continue au jour d'aujourd'hui à dire les mesures barrières, le masque et le plus souvent possible de la distanciation aussi, parce que si on fait pas ça, on peut pas venir à bout de cette pathologie qui est assez sournoise finalement. Donc, ce qu'il faut en tirer, c'est que la mise en place de mesures barrières uniquement autour des malades est largement insuffisante. Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, peut-être avec la contamination des professionnels.
parce que justement, quand on voit un petit peu dans les établissements, les professionnels vont se harnacher dans des tenues parfois extravagantes, avec des surblouses, des surchaussures, etc., pour aller voir les patients. Et quand ils arrivent le matin au boulot, ils se font la bise, ils prennent le café ensemble, ils fument la clope, sans aucune distanciation et sans masque. Donc c'est ça aussi le problème, et je pense que la majeure partie des transmissions professionnelles, elle a été liée en grande partie à ça, avec aussi, il y a quand même aussi beaucoup de cas qui attrapent au niveau de la famille. En tout cas, je voulais revenir un petit peu sur les EHPAD, parce que les établissements de santé ont été très très fortement impactés, beaucoup de professionnels touchés, beaucoup de patients quand même. Mais je pense que ceux qui ont vraiment souffert beaucoup, ça a été les EHPAD pendant tout l'hiver. Et ça, c'est les dernières données du nombre de cas hebdomadaires dans les EHPAD, dans tous les EHPAD de la région, avec envers les personnels. Vous voyez qu'il y a énormément de personnels d'EHPAD qui ont été touchés, et quand vous avez 10, 15 personnels de l'EHPAD qui sont malades à la maison, vous imaginez bien que ce n'est pas facile de remplacer ce type de personnel. Donc, ils ont eu énormément de problèmes après de gestion aussi de personnel, avec des malades, avec des résidents qui étaient beaucoup malades. Donc, vous voyez que à partir de fin septembre, début octobre, on a littéralement une explosion du nombre de cas dans les EHPAD. Ça s'est passé de façon relativement synchrone dans à peu près tous les départements, avec des décalages d'1 à 2 semaines. Mais vous voyez que sur certaines semaines, là par exemple, sur cette semaine, on avait 1807 nouveaux patients et professionnels, enfin résidents et professionnels touchés en une seule semaine. Là, 1600. Et par contre, on voit qu'à partir de février, où on a favorisé vraiment et développé la vaccination par le vaccin Pfizer ou Moderna dans les EHPAD, on a une chute drastique du nombre de nouveaux cas. Donc ça, c'est quand même très positif, puisque ça veut dire que quand on vaccine massivement certaines populations, on se retrouve uniquement avec des cas résiduels. Et en plus, au niveau de ces cas, on a quand même beaucoup de cas qui sont des cas vaccinés asymptomatiques. Donc, le vaccin n'empêche pas forcément les personnes âgées d'attraper, il réduit fortement la transmission, mais en général, les patients âgés vaccinés font des formes très peu symptomatiques ou asymptomatiques. Donc là, c'est assez positif probablement quand même pour le futur. Donc, je voulais faire un petit focus justement dans ces EHPAD, parce que nous, on s'est pas mal déplacé dans ces EHPAD, on en a vu pas mal. Ce qu'on a vu en termes de mode de transmission, alors d'abord, il y a les modes de transmission liés à l'établissement en particulier. Ça va être l'environnement. Donc, c'est sûr que l'environnement, il fallait être particulièrement vigilant. On sait que le virus peut survivre pendant quelques jours sur les surfaces potentiellement. On n'est pas certain qu'au bout de 24 heures, il soit encore contaminant. Mais bon, en tout cas, il a fallu gérer l'environnement et multiplier les détergences, désinfections de tout l'environnement. Donc ça a été une gageure. Après, en termes de soins, on a vu un certain nombre de défauts en ce qui concerne le port des EPI, et en particulier les surblouses ou les tabliers plastiques qui sont portés parfois un peu n'importe comment. Même de temps en temps, ces surblouses ou ces tabliers plastiques étaient attachés devant la chambre des patients et des résidents. Donc, évidemment, il y a un risque là de transmission croisée. Ce sont des dispositifs à usage unique. Donc, l'EPI, quand on l'a utilisé, la surblouse ou le tablier plastique, de préférence, il faut le jeter. Autre problématique, c'est le gantoportage. Donc ça a été une catastrophe. Chaque fois qu'on allait dans les EHPAD, il y avait toujours des personnes, dans les établissements hospitaliers aussi, hein, malheureusement, mais on l'a vu beaucoup dans les EHPAD, il y avait des personnes, des professionnels avec des gants dans les couloirs. Donc là, c'est excessivement à risque. Un gant, un soin, quand on sort de la chambre, on élimine le gant et on fait une friction. Parce que je rappelle que le gant, ça n'empêche pas les mains de se contaminer. Donc, il faut être très vigilant. Et quand on a enlevé ces gants, on fait une friction hydroalcoolique pour être sûr d'avoir les mains propres.
Des professionnels sans masque, alors ça, franchement, très très peu quand ils allaient voir les patients. Alors quand même, on nous a signalé à certaines reprises, c'est probablement des histoires de chasse, mais bon, le masque, c'est tout le temps. Et il y a